Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance de la semaine prochaine, du coup du 23 au 29 décembre. J'espère que vous allez bien. Moi j'ai passé une drôle de semaine, malade déjà, ça s'entend encore un petit peu dans ma voix. J'ai une énorme mouche qui tourne autour de moi. Bref. Du coup voilà. Donc une semaine étonnante de guérison, j'ai trouvé beaucoup, chez beaucoup de gens, beaucoup de libération, beaucoup d'épuration. Aujourd'hui j'ai même ressenti une certaine forme de tristesse et c'est marrant parce que vraiment cette tristesse elle ne m'appartenait pas. Et en fait je me suis fait la réflexion, je me suis pas fait la réflexion, j'ai entendu plus précisément. J'ai entendu que il y avait vraiment un passage là qui était en train de se faire au niveau de la conscience humaine. Et ce qui va beaucoup résonner, ce qui moi m'a beaucoup résonné cette semaine et ce qui va encore beaucoup résonner la semaine prochaine, c'est vraiment une notion de guérison profonde. Je crois sincèrement que c'est ce qui est en marche là. Un espace de guérison excessivement profond sur tous les schémas de maltraitance, d'abus et de souffrance qu'on a pu avoir dans nos vies, mais vraiment même à l'échelle planétaire en fait. Donc c'est assez intéressant. J'ai entendu aussi la phrase pour la semaine prochaine, et le soleil rayonne. Et je crois que c'est quelque chose de très important de faire rayonner en ce moment notre soleil intérieur, de rayonner en toutes circonstances. Et bien évidemment, on va encore parler des ombres, parce que ça a encore un rôle important, si ce n'est ça aura toujours un rôle important, mais en tout cas, là, ça résonne encore beaucoup. Donc du coup, voilà, j'ai utilisé l'oracle des arbres et des ogames. Et c'est super intéressant d'ailleurs la carte qui est sortie pour cette semaine parce que c'est la carte du saule pleureur. Et du coup je vous la montre. Hop. Tac. On a la carte du saule pleureur et le saule pleureur c'est l'arbre de la lune. C'est vraiment un arbre qui est relié au principe féminin. Donc on va avoir vraiment bien sûr les notions d'intuition qui sont très fortes en ce moment. Et d'ailleurs, je le constate chez beaucoup de gens, y compris moi-même, sinon je ne serais pas malade. Je suis désolée, vous allez beaucoup me voir faire des coupures. Comme ça, je suis navrée. L'intuition, la réceptivité. J'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui n'étaient pas bien, bloquées du dos, ou vraiment voilà, qui sont pas à top niveau santé. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui essaient de se libérer et je rappelle que quand on est malade, c'est qu'il y a quelque chose d'inconscient qui demande à sortir ou des émotions enfouies et que le processus il s'épure par ce processus-là. Donc c'est très important de s'écouter et c'est très important d'être relié dans ses propres énergies en ce moment parce qu'encore une fois... à l'échelle du collectif ça brasse beaucoup. Je sais que je me répète mais n'empêche que ça reste, il me semble important de le répéter en fait. Donc du coup voilà, on est dans un principe féminin très fort. Il y avait la notion donc, de cette tristesse, mais une tristesse qui est plutôt liée à une notion de... Vous savez, des fois dans la vie on sent qu'il y a un avant et après quelque chose et du coup on se sent triste. Parce qu'on sent justement que ça sera plus jamais comme avant d'une certaine façon. Vous voyez, c'est pas de la nostalgie non plus. C'est vraiment une tristesse de cet ordre-là. Il y avait aussi la notion de savoir briller dans l'adversité et bien évidemment d'être attentif à ses émotions. Vraiment la notion d'y être attentif. Je vérifie si j'avais noté autre chose, mais non. C'est vraiment... hyper important de rester dans cette notion de réceptivité, d'acceptation aussi me semble-t-il des différentes situations qu'on peut traverser dans nos vies, mais aussi des émotions qui nous traversent par rapport à certaines situations. Vais-je réussir à tenir jusqu'au bout de cette vidéo? C'est pas sûr. Savoir rayonner même dans l'adversité, je suis en train d'illustrer cette phrase. Donc voilà, le saule pleureur.
qui évoque une certaine forme de... Peut-être mélancolie serait le mot. Peut-être. Et pour la semaine, du coup, j'ai utilisé le tarot soufi. Et donc, pour le début de la semaine, on a 2 cartes qui sont tombées. Malika d'épée. On a Malika d'épée et Malika de denier qui est tombée aussi. Et à l'envers pour le coup. Donc, c'est très marrant parce que la carte Malika d'épée, j'avais pas du tout de problème de voix avant de commencer. Là, j'ai la voix qui part en sucette. C'est pas incroyable ça. Je vais y arriver. C'est bon, c'est revenu. Déjà que j'ai moitié une voix d'homme là, mais on va y arriver. Donc, la carte Malika d'épée, elle renvoie à la notion d'autonomie, d'ouverture d'esprit, et il y a vraiment la notion de laisser passer la lumière. Il y a la notion de laisser passer la lumière, d'indépendance, et on retrouve la notion d'être honnête envers soi-même et envers ce qu'on ressent, encore une fois, par rapport aux situations qu'on peut traverser dans nos vies. Et je m'étais dit, en voyant la carte, que je vous lirai le texte. La Malika d'épée, reine de l'air, règne sur tout ce qui est lié à l'esprit. Comme les vagues sans forme et sans trace de l'air, elle s'est affranchie de la contrainte des conventions sociales. Les épreuves de la vie l'ont testée et elle ne trouve aucune raison de se conformer aux attentes de qui que ce soit. La communication et la vérité, la logique et la preuve sont ses seuls intérêts, et elle privilégie le domaine du mental par rapport au domaine du cœur. Son épée de vérité, à savoir sa boussole morale, éclaire son chemin. Elle a vécu ce que Rumi décrit comme de la cuisine spirituelle. Elle a été brûlée, dissoute et transformée en quelque chose de nouveau, comme des pois chiches secs et durs, qu'il faut faire bouillir avant de pouvoir les consommer. Elle a traversé le feu et en est sortie forte, sage et consciente d'elle-même. Mais tout est une difficulté, quoi. Donc, elle indique une pratique spirituelle des soufis dans laquelle ils cultivent l'indépendance et l'indifférence destinées à élever leur cœur. L'indifférence ici n'est pas un manque de compassion, mais plutôt la capacité de s'élever au-dessus des émotions difficiles, agitation, irritation, colère. Et l'indépendance signifie éliminer nos dépendances malsaines et compter seulement sur l'unique qui nous soutient. Les 2 ailes de l'indifférence et de l'indépendance sont tenues ensemble par l'amour dans le centre du cœur. Comment vous reliez-vous à cette pratique ? C'est peut-être quelque chose dont vous avez besoin dans votre vie. L'indépendance excessive qui nous empêche d'établir des liens profonds est souvent un mécanisme de défense. Si c'est le cas, quelle vulnérabilité tentez-vous de protéger ? Donc on a ça. Et Malika de denier, pour le coup, là qui venait plutôt nous parler de manque d'ancrage, de désorganisation. Il y a la notion de quelque chose de malsain, de déloyauté, pour le coup avec cette carte. La Malika de denier est la reine de la terre, alignée à la beauté et à l'abondance magnifique que la terre nous offre à chaque instant. Elle incarne le meilleur de la terre-mère et dégage une abondance issue du travail avec la nature à l'intérieur et à l'extérieur. Elle apprécie les sens physiques et tout ce qu'ils peuvent percevoir. En accord avec une écriture dans laquelle le divin dit « J'étais un trésor caché et j'avais hâte d'être connu, alors j'ai créé la création ». Elle voit toute la création comme une manifestation divine qui recevra notre amour. Ainsi, elle chérit tout autour d'elle. Elle est généreuse, chaleureuse et attentionnée. Elle reçoit du divin et partage avec toute la création. Vous êtes guidé vers l'abondance dans votre cœur, dans votre âme et tout autour de vous. Il est possible d'avoir un lien spirituel avec le monde si nous apprenons à le voir comme un reflet du divin. Les soufis nous disent que l'un des premiers signes de l'éveil d'une âme est l'appréciation de la beauté dans la nature, dans la musique, dans l'art et surtout dans le monde matériel. Les soufis nous disent aussi que les vraies richesses ne viennent pas d'une accumulation de biens terrestres, mais d'un esprit et d'une âme satisfaits. Voilà, donc il y a aussi la notion, bien évidemment, de cultiver la gratitude. Mais là, du coup, je voulais vous lire ces 2 cartes. Et
Et du coup, vous parlez d'une expérience que j'ai vécue moi-même cette semaine, parce que je m'étais dit que je vous la partagerais. Bon, j'avais pas du tout l'intention de vous la partager dans la guidance de la semaine, mais de toute façon, à chaque fois que j'ai des intentions, c'est tellement pas moi qui décide. Voilà. C'est comme ce petit épi que vous voyez sur ma tête là. Quand je vous ai dit que je contrôlais pas la vie, je contrôle pas mes cheveux, je contrôle pas la vie, voilà. C'est toujours la même histoire, n'est-ce pas? Bon, on va essayer de faire court. Vous savez que c'est un défi chez moi. Alors, cette semaine, j'ai été confrontée à une situation avec le père de mon fils. D'une énième dispute après un échange. Et ça a fait naître beaucoup de colère en moi. Et c'est ce miroir-là que j'ai envie de vous raconter. Parce que vous m'entendez souvent le dire dans les vidéos, ce truc qui dit... on dit beaucoup ça dans la spiritualité ou dans le développement personnel, il faut couper avec le toxique. Et puis c'est très à l'œuvre sur Terre, il faut être aussi très honnête avec cette notion. Et c'est vrai qu'idéalement, quand on a des problèmes dans la vie avec quelqu'un, on coupe les liens et tout d'un coup, on est délesté de la toxicité et c'est tant mieux. Cela dit, il y a des espaces dans nos vies, la famille et les cadres de séparation avec des enfants, où ça peut être vachement plus compliqué de se séparer du toxique, n'est-ce pas ? Et c'est ça qui m'intéresse. Moi, je l'avais déjà expérimenté ce truc-là avec ma mère. Mais avec les parents, avec la famille, on peut couper. Parce qu'a priori, on n'est pas obligé de les voir, je veux dire. Moi, il y a plein de fois dans ma vie où j'ai pas vu ma mère pendant 6 mois, 1 an. Je crois que je suis pas sûre que j'ai été au-delà d'1 an, mais voilà. Bon, personne n'est mort. Je veux dire, parfois ça fait du bien aussi de mettre de l'espace dans les relations pour que chacun puisse réfléchir. Puis quand j'ai eu mon fils, puis qu'après je me suis séparée de son papa, eh bien j'ai réalisé que je ne pouvais pas faire ce procédé. Et ça a fait naître beaucoup de... J'ai même pas le mot. Beaucoup d'agacement. Ouais, je crois que c'est le bon mot. Parce que tout d'un coup, la toxicité que je ressentais de l'autre, les schémas de fonctionnement que je supportais plus, tout ça, je pouvais pas m'en délester en fait, je pouvais pas. Et du coup, ok, certes, on se sépare, on vit plus avec la personne, mais à partir du moment où on doit être dans un lien où il y a un enfant qui transite entre les deux, en fait, le lien, il doit se maintenir. On doit faire de la transmission d'informations, donc il faut quand même être neutre, il faut quand même... voilà. Sinon, en fait, on est en guerre perpétuelle. Et ça, c'est quelque chose qui me pose beaucoup de problèmes, parce que comme beaucoup de personnes sur cette terre, je suis en quête de paix. Or, là, réactivation de blessures, réactivation d'énervement, hop, toutes les semaines, ouais, tous les 15 jours. Voilà, et c'est compliqué. Donc déjà, cette première partie, c'est comment on fait pour rester amour quand on peut pas, parce que la distance permet de mettre de la compassion, je veux dire, dans les situations. La distance permet la réflexion, permet le souffle, permet justement de se dire, ok, ça permet d'analyser, que chacun mette de la sagesse dans les choses. Mais quand on peut pas, comment on fait ? Parce que c'est bien ce qu'on nous demande en ce moment de faire, d'être paix, amour, dans des situations où on est face à des gens qui font preuve de toxicité et qui vont du coup faire rejaillir aussi des traits toxiques chez nous, parce que c'est ça qui est intéressant en l'occurrence dans cette situation. Et voilà. Et quand on est face à des personnes qui c'était le cas de ma mère, hein. J'ai beaucoup côtoyé de personnes comme ça qui sont pas c'est pas fondamentalement des êtres méchants, mais c'est des êtres en souffrance, c'est-à-dire vraiment, et non seulement c'est des êtres en souffrance, mais c'est des êtres qui se sont confondus avec la souffrance, et Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup sur terre, des êtres qui finissent par se définir complètement par leur souffrance.
On a tous nos zones de souffrance dans la vie. Il y a des gens qui ont eu des parcours super difficiles, mais on n'a pas tous la même capacité à affronter ces mêmes souffrances de vie. Et il y a des gens... Alors attention à ce que je dis, faut pas, je cherche pas à stigmatiser ou à jeter l'opprobre sur des gens spécifiquement. Et c'est pour ça que j'aime pas les étiquettes. Parce qu'à chaque fois que, pour moi en tout cas dans mon parcours, quand j'ai croisé des gens qui se mettaient des étiquettes, ils s'enfermaient dans ces étiquettes. Et du coup, ils se confondaient avec la souffrance. On peut tous être dépressifs à des moments. C'est pas un problème, ça fait partie de la vie. Parfois on sombre et on a besoin de sombrer. Et on apprend beaucoup dans ces périodes où on sombre. Mais quand la dépression devient ta vie, c'est qu'il y a un mouvement qui est quelque chose qui dysfonctionne. Et c'est pas facile j'essaie vraiment de n'y mettre aucun jugement parce que c'est important, parce que ces personnes-là elles sont pas heureuses, que c'est les premières malheureuses de leur situation. Et c'est très difficile de vivre avec des personnes comme ça, c'est très difficile. Et moi je fais beaucoup ça, syndrome du sauveur, team syndrome du sauveur. C'est qu'au début d'une relation, quand je rencontre quelqu'un, ou même en l'occurrence avec ma mère, je fais toujours preuve de beaucoup de compréhension, beaucoup d'empathie et beaucoup de... Donc du coup, je comprends, je vois le profil de la personne, je sais pourquoi elle souffre, je vois pourquoi elle souffre, ce qui va pas. Et ça amène de la compassion. On se dit, bah oui, je comprends. Alors, enfin, je me dis pas forcément que je vais la sauver, même si en vrai, si je me le dis un petit peu, mais en tout cas, la compassion est là. Sauf qu'après on vit avec la personne et franchement vivre avec quelqu'un qui a des traits dépressifs c'est très très compliqué, c'est vraiment très compliqué parce que alors encore une fois je ne cherche pas à généraliser, hein, je parle de mon expérience. Parfois ça projette sur l'autre, moi c'est des gens qui projetaient beaucoup sur moi. Au final c'est des gens qui sont très narcissiques parce que c'est tout autour de leur monde en fait. Voilà, c'est leur souffrance. Et quand on souffre, si vous regardez demain, vous rompez avec votre petit copain ou avec votre petite copine d'ailleurs, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, à un moment donné, on est très égocentré quand on est blessé, quand on souffre en fait, on ne voit que notre douleur et on n'arrive plus à percevoir le monde. Et une personne en dépression sévère, c'est ça, ouais mais... Ma souffrance elle prend trop de place en fait et je peux pas, je vois que ça, je ne gère que ça et c'est omniprésent donc ça prend une place énorme. Et puis il y a aussi quelque chose qu'on connaît tous je crois, c'est le confort de l'inconfort, c'est-à-dire au bout d'un moment ça devient une identité, ça rassure, on sait ce qu'on a, on est malheureux, mais en même temps, comme on a toujours connu que ça, finalement, c'est presque plus confortable d'être dans cet état-là que de se dire je vais peut-être essayer de changer en fait. Et changer, pour certaines personnes, c'est ultra difficile. Je veux dire, on peut leur dire et leur redire, le mouvement est trop compliqué. C'est pour ça qu'il n'y a pas de jugement à émettre. Sauf que il n'y a pas de jugement à émettre quand je vous analyse la situation. Mais quand on la vit, la situation, c'est très compliqué. Parce que forcément, qui dit qu'une personne est en dépression, ça déséquilibre les relations. Puisqu'il y a une personne qui est en position de fragilité, donc les personnes qui vont être à côté, elles vont forcément être mises dans une position où soit elles vont avoir plus de responsabilités, soit elles vont être en charge d'eux, soit elles vont être aux soins d'eux. Donc moi, si je suis face à une personne comme ça, qu'est-ce que ça va faire ressortir ? Ça va faire ressortir mes ombres. Ça va faire ressortir ce côté chez moi qui est très exigeant, qui, c'est bon, moi j'ai passé du temps en thérapie, moi je me sors les doigts du fion, donc tout le monde peut faire pareil. On est d'accord, hein, tout ça c'est du jugement, c'est voilà. Et je vous en ai jamais caché, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, donc c'est pas une surprise, mais c'est des choses que j'ai pu penser dans ma vie qui m'ont amené à avoir des jugements très durs. C'est vrai que je suis quelqu'un de très exigeant avec mes proches,
et que forcément c'est logique, si moi-même je ne me laisse pas tomber, c'est très difficile pour moi de comprendre qu'on puisse se laisser couler. C'est genre ultra dur. Sauf que je le sais intellectuellement qu'on n'a pas tous les mêmes ressources, qu'on fait tous qu'on a tous un rythme différent et que ce rythme, c'est pas nous c'est nous qui le décidons oui et non, mais genre on a tous notre parcours à faire. Et cet élément intellectuel, mais pourtant bien réel, est censé amener de la compassion. Parce que, ok, tu vas à ton rythme. Donc, encore une fois, on ne peut pas attendre des gens des choses qui ne sont pas en capacité de donner parce qu'ils ne connaissent pas ces choses. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui n'a vécu que des traumas et qui n'a pas eu soit les bons référents dans la vie, soit de diffuser de l'amour, si pour lui ce mot n'a aucun sens. On ne peut pas donner ce qu'on nous a pas appris, en fait, c'est impossible. Et du coup, voilà. Et dans cette situation, je suis confrontée à mes ombres, je suis confrontée à mon jugement, je suis confrontée à mon ego, parce qu'à un moment donné, je me dis, waouh, mais c'est pas possible, mais j'en peux plus, un ego surdimensionné, et de l'orgueil. Je ressens de l'orgueil dans la personne en face. Et en me faisant cette réflexion, je me dis, mais t'es super orgueilleuse aussi en fait là, parce que ce que tu veux, c'est avoir raison en fait. Tu étais vraiment précisément dans ce cas, tu n'es pas dans je cherche à avoir la paix, tu es dans je cherche à avoir raison. Et voilà, et je me prends ce miroir et forcément, comme je suis très exigeante avec les autres, mais je suis aussi très exigeante avec moi-même, forcément ça m'oblige à réfléchir, ça m'oblige à repenser mon positionnement parce qu'il n'est pas juste et parce que je sais que là, précisément, si je dois bien équilibrer quelque chose, c'est bien ça, parce que non seulement je suis pas dans l'amour, je suis dans le jugement, je suis dans la colère et je suis pas dans le pardon. Donc ça commence à faire beaucoup pour une même situation et une même personne. Et en même temps, je me fais cette réflexion que je me suis déjà faite, c'est de me dire, vous voyez, le pardon, c'est quand même très... je maintiens, je persiste et je signe, il est important le pardon, il est vital. Et je vais pas changer d'avis, même si là je traverse quelque chose de compliqué à appliquer, mais je crois en vrai que ça m'a semblé plus facile de pardonner à mon agresseur que de pardonner dans cette situation précise. Et encore une fois, on est dans une situation où on peut pas avoir de séparation, ce qui fait que le reboot de la blessure, il se fait tous les 15 jours, quoi. Je veux dire, vraiment, c'est... Voilà. Donc ça réactive. Il y a des gens qui peuvent expérimenter ce que je vis dans des schémas plus familiaux. Quand il y a des choses à gérer au niveau familial, je pense à des successions, des choses comme ça, mais ouais, sur un temps, on est tous coincés sur un dossier et il faut qu'on se supporte. Voilà. Donc je voulais l'aborder avec vous déjà parce que je le traverse, parce qu'on arrive aux périodes de Noël et qu'on est plus ou moins amené à côtoyer un petit peu de toxicité, n'est-ce pas, de notre famille, parce que les familles, on est super contents de se retrouver en famille, mais c'est aussi des lieux de toxicité intense. Et où on doit se supporter quand même, sauf si on veut que ça se termine en bataille de nourriture. Et en fait, pour moi, ces deux cartes-là en début de semaine, elles parlent de ça. Elles parlent de réussir à trouver l'équilibre entre je m'affirme dans mes valeurs, parce qu'il y a des choses qui, pour moi, l'autre en face, il est dans l'abus par rapport à certaines choses. Et moi, en plus, ça me place... Alors peut-être que d'ailleurs, c'est des choses que vous vivez, mais moi, ça me place en plus dans un écho, puisque ça me fait revivre des choses que je vivais avec ma propre mère, où... le schéma de je t'aime, je te déteste, il est super intense, quoi. Je veux dire, c'est d'un côté, je te veux pas de mal, parce que je comprends ta vie, je comprends ton parcours, je sais pourquoi t'es violente, je sais pourquoi. Et d'un autre côté, moi, je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai déjà souhaité la mort de ma mère, pendant plusieurs années, quoi. Je veux dire, c'est violent. Elle est violente, cette ombre, parce que
longtemps je me suis dit ouais, ton âme elle est sombre quand même, c'est horrible, mais en même temps quand on est face à des personnes qui projettent tout le temps leur souffrance et qui sont dans une détestation complète moi, ma mère était jalouse de moi, elle a vraiment essayé de me détruire, quoi, je veux dire. Alors, elle se détruisait elle en premier. Hein. Et c'est d'ailleurs important dans le processus de se rappeler de ça, de se rappeler que les gens qui sont toxiques, qu'on dit toxiques, parce que, encore une fois, j'aime pas trop cette appellation, parce qu'on en a tous de la toxicité. J'espère qu'au moins le message dans la vidéo, là, il est clair. Moi, je peux pas enlever ma toxicité, et on rencontre jamais les gens par hasard. Alors bon, dans le cas de ma mère, c'est un peu compliqué, mais dans le cas du père de mon fils... c'est deux blessures qui se répondent, hein, donc c'est une toxicité puis la toxicité, moi je dis souvent la violence, c'est vraiment un poison, c'est un virus, c'est quelque chose qui se répand, c'est insidieux, ça se transmet, c'est vraiment vicieux. La violence, parce que c'est aussi pour ça qu'on la reproduit beaucoup, et quand on la reproduit pas, c'est très difficile de pas la reproduire, parce que ça va se loger dans tous les coins, c'est vraiment, moi je vois une matière visqueuse quoi, qui se glisse comme ça, et c'est super insinueux. Et puis en ce moment sur Terre, on est vraiment en train de nettoyer tous les phénomènes de violence, qu'ils soient sexuels, physiques, émotionnels, psychiques, enfin et c'est aussi tout ça qui remonte, c'est-à-dire une conscience de toute l'ampleur de la violence qu'on s'inflige, qu'on inflige aux autres, et c'est pour ça que ça brasse énormément, et c'est pour ça qu'on est autant appelé à la compassion, parce que si sur tout ça vous rajoutez de la colère, ce que moi je suis en train de rajouter par exemple dans la situation, c'est-à-dire de la colère, de la rancune, vous savez ce truc... ça c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté quand j'avais avorté. La personne à l'époque, pourtant elle s'était excusée de son comportement, mais c'était jamais assez. J'ai passé peut-être 2 ans dans cet état-là. Je lui redemandais systématiquement des excuses et j'exigeais jusqu'à ce qu'il me dise lui-même, et je me suis déjà excusée en fait. Mais je pense que c'est parce que je ressentais que les excuses n'étaient pas sincères, mais toujours est-il qu'au bout d'un moment, je me suis bien rendu compte et j'ai bien dû lâcher prise, parce que je me suis rendu compte que ce que je voulais en fait, c'était de la reconnaissance de ma blessure. Je voulais que l'autre reconnaisse ma blessure. Et là encore, j'étais en train de demander quelque chose que la personne elle n'était pas en capacité de me donner en fait. C'était juste impossible pour elle de me donner ça, puisque pour elle c'était pas une blessure en fait. Donc elle s'excuse, oh, j'ai vaguement fait un truc de mal, vas-y je te dis pardon. Et c'est bon, tu vas pas me casser la tête. Et je me suis retrouvée là à me dire, tu fais exactement la même chose. T'es en train de reconnaître que l'autre, il doit reconnaître ta blessure. Et finalement, d'une certaine façon, c'est reconnais ma blessure, tais-toi, et je veux pas t'entendre en fait. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup en ce moment dans le rapport homme-femme, et notamment sur le procès de Mazan. Et j'essaie vraiment, j'espère que j'y arrive, hein. J'essaie vraiment de mettre du jugement nulle part. Parce que tous ces phénomènes, ils se comprennent. C'est-à-dire que si je prends, comme la carte le demande, de la hauteur par rapport à la situation, et que j'analyse juste les situations de tous les personnages, la situation de la personne qui est en dépression et qui va projeter sur les autres et qui va être malheureuse, et parce qu'elle est malheureuse, elle va projeter tout le temps sur les autres, ne pas prendre ses responsabilités, etc. Elle est en souffrance. Et en même temps, la personne qui subit d'une certaine façon, qui vit le truc, elle aussi, du coup, c'est chiant, parce que ça influe sur sa vie. On interagit les uns avec les autres. Et toutes les positions s'entendent, en fait. Et je sais que dans la situation, en l'occurrence là, qui m'intéresse, je sais que je dois mettre du pardon. Ça fait déjà un moment que je le sais. Et j'ai beaucoup de mal. Et j'ai beaucoup de mal parce que je crois que cette reconnaissance de la blessure, elle veut pas me lâcher. C'est moi qui veux pas la lâcher. Mais en tout cas, il y a un truc comme ça. Il y a un petit peu de... On s'accroche et on tient la barre et on veut pas lâcher. Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que somme toute, ce que je vis, c'est un truc que genre... il y a quand même beaucoup de gens sur Terre qui doivent le vivre parce que c'est assez commun et banal finalement.
parce que c'est très à l'œuvre à l'heure actuelle et parce que c'est une situation très concrète pour moi de comment je fais pour être amour avec une personne que je ne supporte plus, avec qui je n'arrive plus à communiquer. C'est-à-dire quand on en arrive au stade où vraiment j'arrive plus à parler. Il y a des moments, c'est comme ça, avec des gens on peut plus parler. Gentiment, pas gentiment, il n'y a rien qui passe, ça passe plus. Et quand on peut pas justement couper complètement, pleinement les liens parce que les situations, voilà, elles sont comme ça. Et en ce moment, on est rappelé au cœur. On est rappelé justement à cette hauteur, celle que je vous parle, c'est-à-dire à se distancier des situations juste pour les analyser avec une certaine forme d'indifférence. Pour justement observer le phénomène qui se passe énergétique entre la passation de tout ça. Et encore une fois, ça veut pas dire je pardonne, j'oublie, je dis plus rien, ça veut pas dire tout ça, ça veut juste dire j'ai suffisamment d'empathie pour me mettre à ta place et voir que tu souffres, qu'il y a des choses qu'en vrai je peux pas te demander, que même si je peux pas te les demander, en vrai ça me pèse, mais la situation elle est comme ça, je peux pas la changer. Ce qui me donnera le lâcher prise nécessaire pour me dire il y a quelque chose que je contrôle pas dans la situation là. La seule chose que je peux contrôler moi, c'est ne pas en rajouter. Traiter mes propres blessures, c'est-à-dire ce manque de reconnaissance de blessures que je n'obtiendrai jamais de l'autre parce qu'il n'est pas en capacité de toute façon de reconnaître qu'il m'a fait du mal. Impossible. Impossible. Je dois faire sans. Et ce je dois faire sans, moi pour l'avoir beaucoup expérimenté dans ma vie, je trouve que c'est une des choses les plus dures à vivre parce qu'on le sait, dans un processus de réparation, la reconnaissance de la blessure, elle est super importante. Mais en fait, il y a plein de moments dans la vie où on ne peut pas faire reconnaître nos blessures. Et on doit les faire reconnaître nous-mêmes et se guérir soi-même et se penser vraiment, P-A-N-S-E-R, sa blessure soi-même en composant. Et bien évidemment, comme j'en ai déjà fait une vidéo, je suis obligée d'appliquer ce que je dis, hein. Puis au-delà de ce que je dis, c'est pas moi qui ai inventé tous ces concepts, hein. Donc voilà, ce qui est dit partout, c'est toujours au plus conscient de faire la part de travail la plus importante. Et ça c'est pareil, c'est pas facile à se dire, et pourtant c'est quand même très réel à un moment donné. Parce que c'est pas la personne qui est dans sa souffrance qui va pouvoir prendre de la hauteur. Quoique si, parfois, mais en l'occurrence, c'est pas elle qui pourra amener sur le moment le plus de paix, en fait. Et puis de toute façon, les mouvements de paix, puis comme c'est énergétique, plus vous allez amener de la paix sur la situation, et plus l'autre, en fait, ça l'aide aussi à cheminer, hein. Donc c'est complexe. C'est complexe. Mais en tout cas, je crois sincèrement que faire attention à ses émotions, être dans la réceptivité, c'est aussi ça, ces deux cartes-là, du début de semaine. Donc du coup, voilà, pour le milieu de la semaine, on a la force. On a la force, et la force, elle vient nous dire... Nommer la force dans le tarot traditionnel... Oh, pardon, je vous ai pas montré la carte. La force. Là, pour cette carte, il y a vraiment une énergie de doute, de ne pas avoir confiance en son pouvoir personnel. Une notion de se sentir faible, voilà. Bon. Je vous lis la carte. Nommer la force dans le tarot traditionnel, cette carte représente une forme de puissance née de la douceur de l'esprit. La petite fille a dompté un lion adulte en choisissant l'amour plutôt que la peur, la confiance plutôt que la méfiance et l'ouverture d'esprit plutôt que le comportement égoïste. C'est cette nature enfantine de l'âme intacte, un état d'existence pure et de confiance totale qui existait avant les comportements et les illusions appris, que les mystiques cherchent à redécouvrir. Ils savent qu'un cœur doux, sensible et compatissant les rend plus forts et pas plus faibles. Et alors ça me parle à la fois du collectif et à la fois de la situation que je vous ai parlé tout à l'heure, parce que c'est toujours au plus conscient de faire l'effort
Précisément parce que c'est ça en fait, la spiritualité c'est toujours incarner l'exemple dans la matière. Et si vous-même vous projetez de la guerre sur une situation parce que vous êtes dans cette reconnaissance et dans cette bataille contre vous-même, parce que vous n'acceptez pas la situation telle qu'elle est, parce qu'elle est intolérable et que c'est pas possible, et vous essayez à tout prix de changer l'autre alors que vous savez que c'est pas comme ça que ça marche. De toute façon, parfois on sait des choses, souvent on sait des choses, mais ça nous empêche pas d'avoir des réactions à la con. Bah, elle parle de ça, cette carte, en fait. Faut pas oublier que la montée en conscience fait, et l'énergétique fait que... et puis il y a des êtres qui ont cette capacité, autant il y a des gens qui entendent des messages, voilà, autant il y a des êtres, et j'en ai rencontré, qui ont des capacités à projeter leur énergie dans une pièce. C'est-à-dire que c'est des êtres qui ont un magnétisme très fort en général, et ils peuvent vous changer l'atmosphère d'une pièce rien que par leur présence. Je sais pas si vous avez déjà rencontré des gens comme ça ou si vous-même vous êtes comme ça, mais c'est impressionnant à voir. Et ça se passe dans le bon comme dans le mauvais. C'est-à-dire que s'ils sont en conscience de leur énergie, ils vont arriver dans une pièce et ils vont, tu vois, ils vont même avoir une capacité. C'est des gens, quand vous vous mettez à côté d'eux, ils peuvent vous apaiser en l'espace de 10 secondes. Parce que leur énergie est comme ça. S'ils sont en conscience de leur énergie, ils vont pouvoir projeter hyper positivement. Et plus ils sont en conscience, plus ils peuvent projeter dans des espaces larges. C'est-à-dire pas seulement sur une personne, mais sur peut-être 10. Et puis on peut avoir cette capacité dans le mauvais. C'est-à-dire que si on n'est pas en conscience et qu'on a un très fort magnétisme, on va projeter, mais vous allez être à côté d'une personne et la personne, on a tous cette capacité, hein, je précise, mais il y a des gens qui l'ont beaucoup plus, ce truc-là. Et c'est des gens, vous allez au contraire vous sentir super mal, ou vous sentir tout d'un coup super irritable. Mais parce qu'en fait, la personne est irritable et elle le fait même pas exprès, mais elle projette. Et du coup, voilà, donc on a un très fort potentiel créateur réel. Et c'est important d'en avoir conscience parce que c'est ça la clé pour nous sortir de nos situations. Là, ça me renvoie aussi à plein de personnes qui m'ont envoyé des messages cette semaine qui vont pas très bien. Mais en fait, là, moi, ce que je vois surtout en ce moment, c'est des personnes plongées complètement dans leur peur. Et je rappelle vraiment, c'est important, ça fait plusieurs semaines que je le dis, je suis désolée d'être relou, mais c'est très important d'appliquer les principes spirituels que vous avez reçus jusqu'ici. Je parle vraiment de ceux que vous avez reçus jusqu'ici, pas de ce que moi je transmets. Que votre parole soit impeccable. Je cite souvent les 4 accords Toltec parce que moi-même je l'ai lu et voilà, là cette semaine j'ai pu me le dire, je me suis dit que ta parole soit impeccable, que ta parole soit impeccable, ne rien prendre personnellement, ouais, mon raté. Voilà, c'était clairement voilà, raté. Donc c'est très important d'appliquer ce qu'on a appris, d'être dans cet instant présent à chaque seconde. La seule chose qu'on nous demande en vrai en ce moment, c'est de pratiquer les enseignements qu'on a appris. Et quand je vous dis pratiquer, moi je parle de choses très concrètes, je parle pas d'apprendre à méditer si vous y arrivez pas, tout ça on s'en fout là, on parle de pratiques concrètes. Donc là, moi, je vous citais les accords Toltec, faire attention à ma parole, faire attention à cet instant présent. Je rappelle encore une fois qu'on nous a demandé de faire un choix entre la peur et l'amour. Donc, quand vous sentez que vous êtes dans les peurs, utilisez tous les outils que vous connaissez pour à un moment donné rebasculer. Parce que sinon, ça pardonne pas et ça va pardonner de moins en moins. Donc la pratique, la densité en 2025, elle est bien plus élevé que ce qu'on a eu là en 2024. Donc si on n'est pas dans la pratique de ces enseignements qui ont été donnés par 1001 personnes qui tournent sur les réseaux sociaux en permanence, c'est là où le phénomène, moi je le trouve hyper intéressant, c'est-à-dire qu'on est noyé sous la spiritualité. Moi-même au début quand j'ai commencé les vidéos, je voulais pas les faire parce que je voyais pas l'intérêt. Je me disais mais
il y a déjà tellement de gens qui parlent, ça sert à rien. Et en fait, quand je vois les gens, ben, il n'y a pas de pratique. Il y a très peu de pratique. Ou alors, il y a une pratique qui est complètement déconnectée de la matière. Et ça, du coup, c'est une pratique qui sert à rien. Parce que si on pratique quand tout va bien, parce que bah moi j'habite à la campagne, je vois jamais personne, tout ça, bah oui, bah du coup c'est sûr, c'est bien. Mais là, c'est ce que je vis moi, là. On nous demande d'expérimenter en situation très concrète. Et de manière générale, la situation très concrète implique une personne qui va vous casser. Où va falloir être en amour, je veux dire. Et je le répète, c'est très facile de penser amour face à des personnes avec qui on n'a pas de problème. Moi aussi, je veux dire, j'aime les gens quand tout est fluide, tout ça, c'est formidable d'aimer les gens. Mais être amour, quand il y a un conflit, quand on n'est pas d'accord avec une personne, quand quand il y a de l'ego, quand il y a de l'orgueil, quand il y a de la rancune, quand il y a de... c'est ça, être Christ. C'est ça. C'est ça l'amour christique. C'est ça. C'est quand il y a un truc... Quand l'altérité, elle se passe pas bien. Sinon, vas-y, l'amour, c'est simple. Hein. C'est easy. Donc, du coup, voilà. Et pour la fin de la semaine, on a l'empereur. Et là, donc l'empereur était à l'envers. Hein. Les deux dernières cartes, elles parlent beaucoup du collectif. Hein. Faut quand même en avoir conscience. Elles parlent beaucoup du collectif. Mais bon. Alors, cette carte, bien évidemment, elle va renvoyer... Alors, le rapport à l'autorité, elle est tombée à l'envers. Donc, à l'envers, elle parle vraiment de domination, de contrôle excessif, de manque de discipline, d'inflexibilité, d'obstruction, d'immaturité et d'être égocentrique. Donc, du coup, voilà. L'empereur est celui qui met les affaires en ordre. Il gouverne en servant, en prenant soin des choses. Sultan représente la raison et la logique. Il aide, sert, écoute et répond aux besoins des gens. C'est une position de grande responsabilité, non sans certaines difficultés. Comment trouver l'équilibre entre le pouvoir et le cœur ? Et c'est ce que je viens de vous dire à travers la situation que j'ai expliquée. Voilà. Quand moi, là, je réagis avec de l'orgueil, bah, je suis dans un rapport de pouvoir. Et ce qu'on me demande, c'est d'être dans un rapport de cœur. Donc dans un rapport de cœur envers mon respect envers moi-même, parce que s'il y a des choses que je ne veux pas laisser passer, faut pas que je les laisse passer, mais de rester malgré tout dans cette énergie de compassion et de projection positive dans une personne. Et le problème, c'est que très souvent, notamment nous les femmes, on a cette tendance à pousser ses extrémités sans être dans l'équilibre. C'est-à-dire qu'assez facilement, ce qu'on a tendance à faire nous, c'est ok, je vais plus rien dire et je vais être en compassion pour toi et je vais t'aider, je vais prendre sur moi même si tout ça me saoule, je vais rien dire et je vais t'aider, on est dans le care, nous on fait attention à l'autre, et on va rien dire, mais on va absorber, puis on va avaler, puis au final ça va nous gaver, puis on va prendre sur nous et puis un jour on va tout envoyer bouler. Et c'est pas ça qu'on nous demande, parce que là il y a plus de respect de nous-mêmes, il y a plus d'amour pour nous-mêmes. Donc on nous demande de poser des limites saines. Si vous regardez dans le collectif le rapport homme-femme, c'est ni plus ni moins ce qui est en train de se passer. Comment je pose des limites saines face à des gens, pour certaines personnes. Je mets pas tous les hommes dans le même panier, pour qui ça serait un peu compliqué. Mais en même temps, je pars pas en mode pouvoir, vous êtes tous des merdes et vous avez rien compris, quoi. Voilà. Ce qui est très souvent l'excès en fait qu'on rencontre entre les hommes et les femmes et dans les relations de manière générale. Ce truc d'avoir raison, cette phrase pareil d'application de se dire non, tant pis, tu vas avoir raison, vas-y, t'as raison. J'ai pas envie, je ne rentre pas dans ce rapport de guerre parce que voilà, donc je quitte cette reconnaissance de la blessure. Et je fais preuve de maturité, en fait, parce que ça reste une preuve de maturité et de sagesse au-delà de la maturité, que de se dire ça, que de se dire vas-y, j'aurais pas raison, en fait, tant pis. Mais ne pas avoir raison ce n'est pas vouloir dire céder. Est-ce que voilà.
Donc, c'est intéressant. Donc, entre le pouvoir et le cœur, bien que sa position l'oblige à gouverner avec courage, force et fermeté, il risque de devenir dominant et intransigeant, un dilemme bien décrit par la psychologie spirituelle des soufis, qui reconnaissent les deux types de conscience fondamentaux, le centrage dans le cœur et nafs al-mara, le moi dominant qui nourrit l'ego, les instincts agressifs et le besoin d'avoir raison. Voilà. Examinez votre relation à l'autorité, aux figures d'autorité ou à ceux qui occupent des postes de direction. Si elle se présente lors d'un tirage personnel, elle suggère la stabilité et la sécurité dans la vie. Elle symbolise la loi, la structure, l'ordre, la stabilité, la viabilité financière et une approche par le cerveau gauche. On vous invite au travail intense, à la discipline et à la maîtrise de vous-même. Application encore des principes. J'ai perdu. Et on vous montre l'importance d'établir vos propres règles et vos limites. Parce que là encore, moi si je regarde dans la relation avec le père de mon fils, mais ça serait valable pour plein d'autres relations, tout ce que je peux vouloir comme reconnaissance de blessure, mais ces blessures, elles sont le fruit de choses que j'ai laissé faire. Donc, pleinement ma responsabilité, je veux dire. Donc, au bout d'un moment, une fois que le processus est analysé, factuellement, dans la situation que je vous décris qui est la mienne, la seule chose que j'ai à faire, c'est accéder à ce pardon, en fait. Parce que c'est bon, on va pas refaire l'histoire 150 fois, en fait. Là, d'une certaine façon, c'est moi qui nourris quelque chose. C'est moi qui nourris un schéma où, en fait, il n'y a pas de paix parce que... non. Je suis dans l'injustice, pas de reconnaissance. Et voilà, le mouvement, il est ça, non, je reste bloquée, non. Et ça marche pas. Factuellement, je veux dire, ça marche pas. Donc... l'application de tout ce que je viens de vous dire est vraiment cette notion d'équilibre. C'est-à-dire à aucun moment donné, on nous demande de céder quoi que ce soit, en fait, vraiment. Par contre, rester dans le cœur de me dire l'autre, c'est un être humain comme moi, mais qui est différent. L'altérité, c'est la différence. Hein. Il est différent. Il souffre. Il n'a pas les mêmes ressources que moi. Il en a d'autres. Et surtout, il est sur son chemin. C'est-à-dire que son chemin, il prendra le temps qu'il est censé prendre. C'est pas moi qui décide de ça, en fait. Je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Et d'une certaine façon, ça me regarde même pas, en fait. Donc, du coup, voilà. C'est intéressant que je trouve que ça se passe sur cette semaine parce que c'est quand même une semaine sacrée où par essence, hein, l'énergie christique est très forte. Et je crois sincèrement que dans le collectif, il y a vraiment quelque chose qui se densifie, pour pas dire s'obscurcir encore davantage. Et c'est intéressant. Et c'est réalisable, c'est surtout ça que je voulais vous passer comme message pour terminer. C'est largement réalisable à partir du moment où vous allez laisser ce soleil intérieur rayonner à l'intérieur de vous en toute confiance, c'est-à-dire, encore une fois, la foi, la confiance en la vie, la réparation de nos blessures, elle arrive, mais pas par le biais par lequel on pense. Souvent, on veut réparer nos blessures comme ça, en attendant des excuses, en attendant tel truc. Mais en fait, elle passe par un tout autre processus. Et je crois vraiment, hein, c'est bizarre ce que je vais vous dire. Peut-être qu'il y en a certains, ça va vous gêner d'ailleurs dans la forme, mais je crois que vraiment, il faut qu'on arrête de se dire qu'on contrôle quoi que ce soit. Faut vraiment qu'on se dise qu'on est dirigé par des forces bien plus grandes que nous. C'est difficile pour notre ego, je crois. Je crois qu'en ce moment, ce qui est difficile, c'est que c'est la mort de l'ego, d'une certaine façon. Dans le sens où c'est pas totalement la mort de l'ego, puisqu'on nous amène à nous affirmer, à rayonner, donc ça nourrit notre ego, ça. Mais c'est la mort de l'ego
de l'ego malsain, de l'ego qui pense qu'il peut tout contrôler, tout le temps, en permanence. Et c'est très souvent quand je dis ça, d'ailleurs, quand je dis qu'on contrôle rien, les gens en général qui ont du mal, c'est des gens qui contrôlent beaucoup. C'est-à-dire que cette notion elle est insoutenable. Comment ça, c'est des forces supérieures qui nous dirigent, ça va pas ou quoi? Tu sous-entends que je contrôle pas ma vie là? Et moi-même, je peux me le dire des fois, mais c'est super important de comprendre qu'on contrôle pas et qu'on est sur cette terre pour apprendre à aimer véritablement, pour connaître véritablement le sens de ce qu'est l'amour. Et l'amour christique, je le répète, c'est pas l'amour avec les gens qu'on aime, c'est être amour avec la différence, avec ce qu'on a du mal à assimiler, avec ce qui est difficile, avec le fait que waouh, t'es différent, je sais que t'as de la lumière en toi, toi tu la vois pas ta lumière de toute évidence parce que sinon tu ferais pas ce que tu fais, mais moi je vais la voir pour toi en fait. Je vais juste la voir et je vais continuer de te regarder comme un être lumineux parce que c'est important. Et ça veut pas dire... En fait, vous pouvez faire ça à distance des gens. Je sais pas pourquoi très souvent les gens... C'est pour ça que le pardon, les gens veulent pas y accéder parce qu'on s'imagine que... on va devenir amis, c'est ça? Bah non, pas forcément en fait. Mais par contre, il y aura de l'amour dans la situation et entre vous parce que justement... l'autre, il est plus résumé à ses actions. Il est plus résumé à ce qu'il fait ou à ce qu'il fait pas. Et il est juste... Ok, elle est là l'égalité en fait qu'on cherche. C'est que toi et moi, on est des êtres humains. On respire, on a le droit de respirer, on a le droit d'avoir la lumière du soleil. Et c'est tout. Et parfois, on se le dit intellectuellement, mais on n'arrive pas à le faire avec le cœur. Et là, c'est précisément ce qu'on doit faire, c'est réussir. Ça passe par le cœur. Sans cœur... Ça aussi, ça participe aux choses qui sont difficiles en ce moment. C'est que là, ça a commencé en 2024 beaucoup, mais 2025 et les années d'après, c'est encore plus fort. 2025, ça va vraiment faire bizarre à certaines personnes. Parce que tout ce qui ne passe pas par le cœur ne passera pas. Ça sera un claquage de porte à la tronche tout de suite. Si ça passe pas par l'énergie du cœur, c'est mort. Oubliez. Donc pour tous les gens pour qui c'est difficile d'être dans le cœur parce qu'ils comprennent pas trop cette notion, c'est difficile, ils peuvent avoir des petits moments étonnants parce que du coup, ah d'accord. Parce que c'est vraiment ça, l'énergie christique elle passe par le cœur. Si ça passe pas par le cœur, c'est que ça passe par la tête. Et si ça passe par la tête, ça va être chelou, ça va être bizarre, ça va être teinté d'ego, de mental, de réflexion, de projection, de tout ce que vous voulez. Donc voilà, bon sur ce, je vous souhaite, parce que 53 minutes, j'ai absolument pas réussi à faire court. Bref, je vous souhaite de très belles fêtes. Vraiment, je vous embrasse très fort et sans microbes, parce que vous en avez pas besoin. Et je vous souhaite beaucoup, beaucoup d'amour et beaucoup de paix avec ce que vous êtes. Et n'oubliez pas que la seule chose qui compte, c'est de se regarder avec conscience. C'est qu'à partir de là qu'on peut changer. Et j'ai dit avec conscience, pas avec jugement. Voilà. Là, moi, je vous raconte tout ça, je me juge pas dans le processus. Je regarde ce que je vis, je regarde ce que j'expérimente, et je réajuste là où je suis un peu une connasse. Je peux dire, ah, c'est moyen Morgane, ça. Et c'est juste ce qu'on nous demande, c'est tout ce qu'on nous demande. C'est tout. Voilà. Je vous embrasse et je vous souhaite de très bonnes fêtes.